Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez un très bon début d'été tout en chaleur. Cette semaine, je vous propose de plonger dans du karaté pur et dur, bien technique, avec un principe japonais de contre-attaque qui s'appelle Hangeki. Alors, ce qui est intéressant avec ce principe, c'est qu'il va nourrir le pratiquant, il va l'informer, il va lui donner une forme de clé de programme pour pouvoir évoluer dans sa discipline, certes entre les kyus, entre les ceintures de couleur, mais aussi et surtout entre les dan, entre par exemple le premier et le 5e dan, et ça c'est déjà beaucoup moins courant. Alors on voit ça ensemble, c'est parti. Bon alors les amis, vous savez qu'au fil des tutos, j'essaye toujours d'apporter un regard lié à mon expérience personnelle de pratiquant, d'instructeur, de formateur, et forcément au fil du temps, ça me fait rencontrer pas mal de monde, que ce soit au sein de la formation, puisque vous le savez, je suis le responsable de la formation du CDK 77, ça me fait une cinquantaine quand même de candidats par an, mais aussi par le biais de donner parfois des modules de formation en TFP ou de juger des BPGEPS, également au cœur des jurys de grade auxquels j'ai pu participer, et puis bien sûr aux stages que j'ai pu donner, j'en ai donné une cinquantaine en France, en dom-tom, même en Europe. C'est beaucoup moins que beaucoup d'experts nationaux et internationaux, mais ça permet d'aller à la rencontre des pratiquants et de prendre un petit peu la température sur quelles sont les préoccupations en fait des pratiquants au fil de leur progression. Et il y a quand même une préoccupation majeure qui revient, c'est surtout même à la lecture des tutos au fil du temps, c'est on voit des choses, on découvre à travers ces vidéos des principes, des philosophies, des évolutions. On nous parle de grades qui sont censés suivre des voies philosophiques, par exemple liées aux éléments, ce genre de choses. Mais en fait, personne ne nous explique tout ça. On n'a pas vraiment d'idée de quoi faire entre un deuxième et un troisième dan, entre un troisième et un quatrième dan, hormis juste apprendre des nouveaux katas. Ce qui fait que assez rapidement, lorsque on a des pratiquants qui ne sont pas forcément liés à leur évolution au cœur de leur discipline, mais plutôt à leur évolution au cœur du niveau de ceinture, on a des pratiquants qui finalement ne pratiquent plus beaucoup et qui vont se contenter à l'approche d'un dan, se dire bon voilà, j'ai juste 2 nouveaux scénarios à apprendre, on va apprendre 2 nouveaux katas avec quasiment les mêmes mouvements que je sais un peu déjà faire et puis ça va suffire. Sans du tout s'instruire sur quel est véritablement le programme qu'il y a entre 2 dan. Et on ne peut pas trop leur jeter la pierre non plus, puisque trouver des informations sur les programmes interdan, c'est quand même beaucoup plus compliqué que des programmes inter-Q. Lorsqu'on est en ceinture de couleur, il y a quand même beaucoup de livres, beaucoup de vidéos, beaucoup de ressources sur Internet qui vous expliquent comment faire évoluer les pratiquants, surtout si vous êtes instructeur, si vous êtes professeur, vous avez quand même pas mal de ressources autour de vous pour pouvoir trouver un programme entre la ceinture jaune, la ceinture orange et ainsi de suite. Et aussi lié au programme de la FFK, pour le premier dan, il suffit de le prendre en référence, de décomposer un petit peu la progression pour pouvoir étaler déjà une première base, une première architecture qui peut être à suivre. Mais forcément, après ce premier dan, on a un programme qui est lié au deuxième dan, on a quelques informations sur le livre officiel, en fait sur le programme des grades fédéraux, mais on a quand même un gros vide sur quels sont tous les principes, quelles sont les philosophies, quels sont les katas fondamentaux à étudier au-delà du déplacement, c'est-à-dire au-delà de l'embusène, au-delà du scénario, quels sont les messages qui sont au sein de ces katas. Et donc c'est au professeur de faire ces recherches-là, et ce sont des recherches qui sont souvent fastidieuses, qui nécessitent d'aller faire des stages, qui nécessitent d'aller voyager, qui nécessitent d'aller acheter des livres, qui nécessitent de se renseigner véritablement. Ça peut prendre du temps et beaucoup de professeurs ne le font pas. Donc quand le professeur ne le fait pas, l'élève ne le sait pas. Et lorsque l'élève à son tour devient professeur, vous voyez, ça fait un effet boule de neige. Et donc, assez souvent, j'ai des personnes, des pratiquants, parfois même très compétents, qui me disent « ouais, c'est quand même très dur de trouver une relation de programme pour évoluer, parce que moi, je vais par exemple préparer un 4e dan, et au-delà du programme, voilà, je dois créer mon pion, je dois faire mes cibles, ok, et puis j'ai mes katas, j'aimerais bien savoir quelles sont les valeurs à acquérir, quelles sont les compétences à acquérir, d'un point de vue purement disciplinaire japonais, pour pouvoir évoluer. » Et donc ces tutos sont là pour ça aussi bien sûr, parce que maintenant on a 4 ans de tutos derrière qui vont aider à donner ces informations, mais de temps en temps on a des principes japonais pour le coup qui s'y collent plutôt bien, et c'est le cas de Hangeki. Aujourd'hui donc on aborde Hangeki, et qu'est-ce que c'est que Hangeki? Littéralement c'est la contre-attaque. Ça paraît un peu simple, ça paraît un peu primaire, mais en fait c'est un concept, c'est un principe japonais qui va définir un vrai palier d'évolution entre la ceinture blanche, ceinture noire et les dan qui vont suivre, donc entre les Mudansha et les Yudansha. Et ça, c'est un petit peu novateur parce qu'au Japon, on a souvent des philosophies qui sont applicables à tous, un petit peu de manière transversale,
et c'est un petit peu à chacun de choisir son niveau. Et bien là, pour une fois, c'est un tout petit peu plus défini, un tout petit peu mieux décrit. Donc, Hangeki, la contre-attaque, le meilleur moyen pour vous de l'aborder, de le comprendre, de l'utiliser et peut-être de l'enseigner, c'est à travers le Kyon Ippon Kumite ou l'Ippon Kumite. Donc tout ce qui va toucher au Yakusoku Kumite, aux attaques préprogrammées. Je vais annoncer mon attaque et je vais délivrer ce que j'ai promis, donc Yakusoku, la promesse. Et en face, la personne sait déjà un petit peu ce qui va arriver. Donc le principe en fait du Kyon Ippon Kumite qui va amener jusqu'au Ippon Kumite puis au Jiu Ippon Kumite, c'est de partir d'un cadre qui est quand même très rassurant, où moi en tant que Uke, en tant que personne qui va se faire attaquer, je sais déjà à l'avance ce que l'on va me faire, puisqu'on va annoncer l'attaque, je sais déjà quand ça va arriver et un petit peu de quelle façon. Donc je ne me, on va dire, consacre pas, je ne me stresse pas à l'idée de ce qui va arriver, puisque ça, c'est déjà défini. Donc je ne peux véritablement me consacrer qu'à ma défense. Et ma défense, on l'a déjà vu, hein, ce sont les fondamentaux. C'est la distance, c'est le timing, c'est voilà, les postures, c'est le déplacement, parce qu'un bon déplacement va m'amener à la bonne distance dans le bon timing. Donc voilà, on est vraiment sur cette structure de fondamentaux. Et puis petit à petit, on va sophistiquer ces attaques. Mais c'est là justement où Hangeki va commencer à avoir toute sa valeur, c'est que lorsque l'on parle de sophistication des attaques au fil de l'évolution, beaucoup de pratiquants pensent que ah ouais, mais la sophistication, c'est qu'il faut faire des choses plus dures ou il faut faire des choses qui amènent à plus de techniques, c'est-à-dire que je vais bloquer, puis après je vais saisir, puis après je vais me sol, puis après je vais frapper. Alors pourquoi pas? On peut sur un ensemble de 12 techniques en Ippon Kumite placer ses capacités de pouvoir faire chuter, voilà. Mais on va dire affiner son Hangeki, c'est pas forcément ça. Et c'est là justement que le programme de Hangeki prend toute sa valeur. Alors, lorsque l'on débute, lorsque l'on va être plutôt dans les Mudansha, lorsque l'on va passer ses Kyu, lorsqu'on va monter ses grades de couleur, ce qu'on va demander en tant qu'instructeur, en tant que jury, c'est de voir le pratiquant, comprendre qu'il y a une attaque qui arrive, trouver la solution pour pouvoir soit sortir de l'attaque en se décalant, soit suffisamment reculer pour ne pas prendre l'attaque, et surtout, si jamais il n'est pas sorti suffisamment, s'il n'a pas reculé suffisamment, pouvoir bloquer pour ne pas se prendre l'attaque. Ça va être le premier principe, d'accord? L'attaque, elle arrive, on bloque, on ne prend pas l'attaque. Et puis, dans un deuxième temps, comment il va gérer sa distance pour pouvoir contre-attaquer à bonne distance. Mais, au-delà de ça, dans l'évolution des ceintures de couleurs, on va commencer à travailler, certes, le timing, certes, la qualité de déplacement, mais petit à petit, on va commencer à travailler un petit peu plus sur les zones. On va affiner les zones. C'est-à-dire que lorsque la personne va faire une contre-attaque, on va voir si elle contre-attaque en Jodan, si elle contre-attaque en Chudan. Et ces principes-là, on les retrouve purement en compétition et même d'un point de vue mondial. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, des compétitions, des championnats du monde, on a deux zones. On a Chudan, Jodan. Ce qui veut dire que lorsqu'un pratiquant va déclencher avec toutes ses qualités, ses compétences pour pouvoir être le plus fulgurant et le plus rapide et le moins visible, mais il va frapper dans le niveau de Jodan, c'est-à-dire que le point qu'il arrive là, là, là ou là, le drapeau il va se lever. D'accord? Il n'y a pas de jugement de qualité de positionnement. Pareil pour un Chudan, que le point il arrive là, 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 là ou là, grosso modo, c'est Chudan. Le drapeau il va se lever. Pareil pour les pieds, hein, évidemment. Donc, c'est là que Hangeki va faire la différence. C'est-à-dire que sur le travail des ceintures de couleurs, on va demander une contre-attaque au niveau de Jodan ou au niveau de Chudan, sans forcément avoir de lien direct sur la zone qui est ciblée. Mais Hangeki va préciser qu'au fil de la progression, plus on va se rapprocher de la ceinture noire, hein, de cette transition de Mudansha à Yudansha, donc de ce premier dan, on va commencer à avoir un véritable regard sur quelle zone tu vas cibler pour être efficace. C'est-à-dire qu'on va arrêter de frapper, par exemple, dans les zones les plus musculaires, celles qui ont des chances de pouvoir intercepter le plus par la contraction. Donc, on va éviter la zone abdominale et la zone pectorale pour se concentrer peut-être sur les flottantes, sur la zone plexus solaire, même si on a vu que le plexus est plutôt derrière dans un tuto dédié, mais voilà, la zone fin de sternum, apophyse, d'accord, qui va être beaucoup plus intéressante. Et pareil pour le Jodan, on va commencer à cibler des zones plutôt que de frapper bêtement à la pommette. Ah bah peut-être qu'on va frapper à la tempe, d'accord, mais ça ne nécessite peut-être pas dans ces cas-là la même finalité technique. Peut-être que ce ne sera pas un Tsuki direct, un Maete par exemple, mais peut-être un Huraken pour pouvoir aller chercher la tempe. Donc c'est là qu'on va commencer à avoir une véritable subtilité de qualité technique. Et lorsque cette transition
de Yudansha, enfin Mudansha Yudansha s'effectue, c'est là que le programme véritablement délivre son plein potentiel. Et Hangeki repose sur 4 principes fondamentaux qu'il faut respecter lorsqu'on va évoluer après la ceinture noire. C'est-à-dire que jusqu'à la ceinture noire, on définit des zones où, on l'a vu précédemment, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire lié au fait de pouvoir sortir de l'attaque, ne pas se prendre l'attaque, de pouvoir contre-attaquer, si possible dans un délai qui est raisonnable, avec une posture évidemment, puisque c'est une épreuve de qualité technique qui reprend des postures, des positions, des déplacements et des techniques de karaté, et avec un choix qui va amener à une bonne distance et pour que la technique soit ne pas être, on va dire, en déséquilibre ou ce genre de choses. Et petit à petit, on va commencer à affiner les zones que l'on cible, de plus en plus. On va resserrer. Donc ça va être une véritable qualité pour savoir viser correctement. Et donc à partir de la ceinture noire, on a ces 4 grands principes fondamentaux. Et le premier, qu'il va falloir commencer à étudier pour monter jusqu'au Kodansha, c'est-à-dire la ceinture du 5e dan. Le premier principe, c'est viser, lorsque je contre-attaque, au moment où j'ai bloqué, viser la zone la plus destructrice. Et là, pour le coup, ça va vachement réduire le choix. Je ne frappe plus juste en Jodan ou en Chudan. À l'instant T, selon mon positionnement par rapport à l'adversaire, il va falloir que je trouve la zone qui ferait le plus de dégâts. Donc, hors de question de viser ici, si finalement je peux viser là. D'accord ? Ce choix au fil des dan, il va commencer à être extrêmement révélateur de l'acuité de définition des zones les plus destructrices du corps quasiment en temps réel. Si lorsque je bloque, j'ai une gorge, je vais peut-être aller directement à la gorge, plutôt que de bloquer et revenir en gaku par exemple sur une zone un petit peu moins dévastatrice. Donc ça, c'est le premier principe. Vous devez, au fil de votre progression, choisir et trouver la zone qui fera le plus de dégâts. Le deuxième principe de Hangeki, c'est le travail de la distance, avoir la distance la plus appropriée à la zone qui fera le plus de dégâts. Ça veut dire à la fois choisir de se déplacer ou non, parce qu'on a vu que dans certains tutos, d'ailleurs, on a travaillé sur contrer l'énergie, sur les principes de NT qui servent à, on va dire, imposer une certaine puissance face à un adversaire qui pourrait être légèrement plus léger. Donc peut-être que je n'ai pas besoin, moi, de bouger pour qu'il vienne s'écraser sur ma contre-attaque. Peut-être que ça me permet d'anticiper déjà et de faire du sen-no-sen, du sen-sen-no-sen pour pouvoir jouer sur cette distance-là. Et donc, qui dit distance dit forcément timing. Ou peut-être sortir légèrement, c'est-à-dire aller peut-être à 45 degrés pour pouvoir viser plus facilement les zones les plus dévastatrices, les plus dangereuses. Donc ce choix-là, il va être aussi très important. Puis, troisième principe de Hangeki, c'est trouver en fait l'angle le plus approprié pour pouvoir cibler et détruire les zones qui font le plus de dégâts. Donc l'angle, c'est plutôt intéressant parce qu'au fil de sa progression, si je viens, moi, dans l'axe de mon partenaire, pile en face de son regard, le contre-attaquer, peut-être que c'est moins judicieux que si je m'efface légèrement et que je le prends à 45 degrés, là où il me verra peut-être moins arriver. Peut-être que si j'ai bloqué, ce point-là sera plus visible que celui-ci. Donc au niveau du choix des bras de contre-attaque, par exemple, ou des pieds de contre-attaque, il va y avoir une importance capitale. Mais également au niveau des zones ciblées et des dégâts que je peux faire. C'est-à-dire que l'angle adapté, c'est peut-être aussi ne pas forcément frapper qu'en ligne droite, mais peut-être aller chercher de légers circulaires d'un côté, de l'autre, des hurricanes, des coudes, qui vont s'adapter à l'angle des zones ciblées. C'est sûr qu'une tempe, un NP, ça rentre quand même super bien dans la tempe. Donc tout ça, et ça veut dire aussi être à proximité. Donc rentrer dans la zone de l'adversaire, commencer à travailler son sen-sen-no-sen peut-être, dès qu'il déclenche, pour pouvoir aller chercher une percussion sur des zones qui fera les plus de dégâts avec justement l'angle le plus adapté, celui qui permettra peut-être aussi à l'adversaire, si vous faites par exemple du Nidan Henka ou du Kaishi Ponkumite, ça va vous permettre aussi de faire une gradation. Si la personne me voit arriver beaucoup plus facilement, vous pouvez lui donner cette autorisation sur un exercice clé, par exemple, bien défini, de pouvoir contre-attaquer ou de pouvoir bloquer à son tour. Et le quatrième principe de Hangeki, c'est d'utiliser moi, la partie de mon corps la plus adaptée à la zone que je vais cibler et qui sera susceptible de faire le plus de dégâts. Karada no Buki, l'arme du corps. Karada no Buki en japonais, c'est pourquoi est-ce que j'irais frapper un gaku si
Ici, un Kisa peut peut-être partir plus rapidement, donc déjà c'est plutôt efficace. Dans une zone qui fera peut-être plus de dégâts, on commence à, on va dire, à cocher des cases de l'Angeki par rapport à l'évolution. Et surtout, est-ce que, in fine, c'est un point serré qui fera le plus de dégâts? Est-ce que c'est une main ouverte? Est-ce qu'en gorge, c'est peut-être un Ukite qu'il va falloir? Peut-être qu'il va falloir plutôt le chercher en Shuto? Est-ce qu'il va falloir le chercher en Naito? Et si oui, pourquoi? Et ainsi de suite. Peut-être que ce choix des armes du corps, ça va me forcer à réfléchir sur est-ce que lorsque je frappe une zone dure, je dois utiliser moi une zone dure? Peut-être pas, peut-être que je vais me fracasser les doigts. Peut-être que sur des zones dures, j'utilise des zones un peu plus, on va dire, moins dangereuses pour moi, pour me détruire moins. Et que sur les zones souples du corps de l'adversaire, je peux utiliser les zones dures pour pouvoir les détruire plus facilement. Donc tout ça, ça va rentrer en compte dans l'analyse et la réflexion de ce qu'est Hangeki. Le choix de la distance, le choix de la zone ciblée, celle qui fera le plus de dégâts, le choix de l'angle, on va dire, le plus approprié, et le choix de moi, la partie de mon corps qui sera la plus adaptée. La plus adaptée à l'angle, au déplacement et à la zone qui fera le plus de dégâts. Donc, quelque part, entre un débutant et un ceinture noire, qui est déjà au cœur de son programme des Dan, il doit y avoir une vraie différence de réflexion. Et lorsque vous pouvez le faire, en fait, vous commencez à faire un exercice comme ça, A attaque B. Mais B ne contre-attaque pas encore. B se contente de faire son blocage ou son esquive et il se stoppe. Comme ça, vous définissez où est-ce que B est arrivé par rapport à A, quel est l'angle de son corps, quelle est sa posture, quels sont ses choix par rapport à ça, parce que c'est ça aussi l'évolution de Hangeki. Si B s'est mal posturé lorsque A l'a attaqué, il aura peut-être moins de choix de contre-attaque que s'il s'est bien posturé. Peut-être que s'il part à droite au lieu de partir à gauche, il n'a pas les mêmes zones du corps de l'adversaire. Et peut-être que la réflexion elle démarre de là. Peut-être qu'au moment où l'adversaire se met en garde, peut-être que c'est là qu'il faut commencer à faire son arborescence. On l'a vu dans le focus il y a 15 jours, les arborescences martiales. À partir du moment où l'adversaire va s'approcher et va commencer à prendre une garde à gauche, une garde à droite, peut-être que moi ça va changer aussi. In fine, au moment de l'attaque, ce n'est pas quelque chose que je vais préprogrammer à l'avance, je ne vais pas forcément anticiper puisque je ne sais pas forcément ce qu'il va faire. Si je prends l'exemple d'un Jiu-Ipon, ça aussi, Hangeki prend tout son sens. Parce qu'un Jiu-Ipon, lorsque l'on est deuxième, troisième, quatrième, on n'annonce pas. Donc, et la personne en avançant, elle peut changer de garde au dernier moment et puis elle peut travailler en assaut et pas en déplacement. Donc, au moment où je subis, c'est-à-dire au moment où mon Tori vient faire son déplacement d'attaque, c'est là que je dois caler en temps réel. Si en temps réel, je reste sur place, si je me décale à droite, si je me décale à gauche, je ne vais pas pouvoir viser les mêmes zones. Donc c'est ce premier choix-là qui va définir ensuite, en fonction de l'angle où je me trouve, quels sont les membres de mon corps les plus adaptés pour travailler dans la meilleure distance et pour aller frapper ce qui va faire le plus de dégâts. Et la différence entre un premier Dan et un quatrième, par exemple, ça va être de se dire, ok, toi, tu as pris un autre angle, parce qu'à partir de là, tu as moins d'efforts à faire, donc de manière plus naturelle, ce sera plus efficace d'aller viser une zone meurtrière avec un membre qui est déjà fondamentalement bien placé. Il suffira juste de le déclencher avec la bonne finalité technique. Ce qui paraît très simple lorsqu'on voit un expert fédéral faire, il tourne, bim, il est déjà dans la gorge, dans la tempe, de manière naturelle. Ça demande des années d'expérience parce qu'il va falloir bien analyser en fait le transfert des poids, son transfert des poids, comment est sa posture, comment est ma posture, comment est son angle, comment est mon angle, où est-ce que je suis dans ma distance pour pouvoir attaquer et frapper le plus naturellement les zones qui lui feront le plus mal avec les choix techniques qui seront les plus adaptés, les plus judicieux. Ça, c'est tout le principe de Hangeki. Et on peut le démarrer dès la ceinture blanche avec on bloque, on contre-attaque, point. On va dire milieu Yudansha, on commence vraiment à viser des zones et être un peu plus intelligent dans son déplacement et sa distance. Peut-être qu'au début, on va demander aux pratiquants de bloquer et de se remettre à distance, de pouvoir faire peut-être un assaut pour pouvoir contre-attaquer, sinon il va être trop loin, il va se pencher. Et puis on va gommer ces petites bêtises-là, ces erreurs, hop, si on les corrige, on finit par les comprendre et à en faire de moins en moins. Et lorsqu'on est ceinture noire, on commence à avoir une véritable réflexion. Et donc là, ce que je vous disais tout au début, ça prend son sens. C'est-à-dire que lorsque l'on évolue au sein de ces Dan, ce n'est pas forcément la complexité de la technique de défense qui va être prise en compte par un expert, par un jury fédéral, lorsque vous passez un Dan par exemple.
C'est pas parce que vous allez faire un coup de pierre tourné pour montrer que vous savez faire des coups de pierre tournés et que vous allez ensuite faire un balayage ou une projection. Ben peut-être qu'en fait, c'est pas ça du tout. Parce que Rangeki, c'est pas ça. Rangeki, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi, quelque part, en me fatiguant le moins possible pour être le plus dévastateur de la façon la plus logique. Et là, quand quelqu'un arrive à faire ça sur toutes ces techniques, on se dit, ok, il a quand même déjà bien compris, il y a un esprit guerrier qui sort un petit peu du contexte de représentation, démonstration de ses capacités techniques. Donc, Rangeki nous donne des clés, nous donne de véritables informations pour pouvoir évoluer au sein de notre pratique martiale. Et ça, pour le coup, c'est pas commun. Alors dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez déjà conscience un petit peu de ça. Je pense que si vous êtes en club, en dojo, si vous êtes beaucoup déjà à être instructeur, vous avez déjà dû dérocher ce genre de choses. Est-ce que vous l'aviez fait à ce point-là? Est-ce que vous l'avez fait aussi finement par rapport à ce principe qui est Rangeki? Est-ce que vous avez aussi ce regard lorsque vos élèves passent un grade, par exemple, lorsque vous êtes plusieurs aussi à être juge de grade, que ce soit au niveau fédéral, mais aussi dans votre club, lorsque vos élèves passent des ceintures de couleur, voire le premier dan, est-ce que vous avez ce regard sur la qualité de réponse de B lorsqu'il se fait attaquer par A? Comment vous gérez ça? Comment vous analysez? Comment vous jugez ça? Ça peut être très intéressant de partager vos expériences. Et donc, n'hésitez pas à me dire si vous passez un bon été, si vous avez prévu des pratiques, si vous avez prévu des stages, si vous avez prévu aussi, pourquoi pas, des sorties spéciales. Dans quelques semaines, je fais une sortie à Fontainebleau, au 25 Bosses, le circuit des 25 bosses que j'utilisais lorsque je faisais à l'époque les marathons du Mont Blanc, parce qu'il y a quand même 800 mètres de dénivelé positif. Donc j'emmène les élèves et on va faire une journée de mobilité, d'escalade, d'endurance. S'il fait chaud comme ça va pas être facile, mais ça sort aussi un petit peu les élèves du contexte du dojo. Donc n'hésitez pas à me dire si vous faites un petit peu des événements comme ça. Et puis peut-être que dans les commentaires, si on a des pratiquants qui sont pas très loin, par exemple de chez moi, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus, vous êtes toujours les bienvenus au club, n'hésitez pas. Et ça permet de partager un petit peu les choses comme ça. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.